Voilà, retour sur la REF numérique. Alors, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est le hashtag la REF NUM 2021. Voilà, si vous voulez nous suivre là-dessus, on est en LinkedIn Live aussi sur le site du MEDEF, sur le site de BFM Business. Merci d'être avec nous, ici en présentiel, et puis bien entendu en distanciel. Dans un instant, on aura une table ronde, ce sera la dernière plénière de cet après-midi sur la santé, la e-santé, l'homme augmenté, l'homme éternel, la vie éternelle. On verra tout ça avec nos experts. On parlera ensuite de cybersécurité et de recrutement. Mais tout de suite, on va notamment parler de cloud, de souveraineté. Merci d'accueillir nos deux invités suivants, Christian Poyot et Michel Paulin. Eh bien, on va enchaîner tout de suite. Messieurs, bonjour. Donc, Christian Poyot, coprésident de la commission mutation technologique et impacts sociétaux c'est bien ça, du MEDEF. Bonjour Christian. Bonjour Frédéric. Et président de Micropole aussi dans le... Entrepreneur au quotidien. Entrepreneur au quotidien, voilà. Et Michel Paulin, entrepreneur aussi, directeur général d'OVH Cloud. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Christian, je vais démarrer avec vous, coprésident de la commission mutation, je viens de le dire. On passe, le cloud aujourd'hui est au cœur de tout ça. On n'arrêtait pas de dire le cloud est dans la transformation numérique, le cloud est dans la transformation des entreprises. Ça y est, il est là. Alors il est sous différentes formes, c'est que du logiciel, parfois ça va plus loin, on va jusqu'à externaliser toute son infrastructure informatique. Qu'est-ce qu'il apporte ? Voilà, pour ceux qui sont un petit peu moins avertis sur le sujet, qu'est-ce qu'il apporte ce cloud dans l'entreprise ? Écoutez, je vous propose de prendre un exemple très simple qui sont les jouets pour Noël. Ça tombe bien, on approche de la période, quoi. On imagine bien alors les fabricants, ils les font très en amont, mais ceux qui vendent, pendant l'ensemble de l'année, les ventes, c'est quelques pourcents, personne ne se connecte sur les sites, etc. Et puis, il y a... alors, je sais pas, 15 jours, un mois, selon le degré d'agilité des parents, où là, il y a une montée en puissance énorme. Ce qui veut dire que derrière, vous avez besoin d'avoir un système informatique pour livrer, enfin recevoir les commandes, livrer, répondre, etc., etc. Donc, le sujet est simple, c'est de dire, est-ce que j'investis dans une capacité informatique. Alors, quand je dis capacité informatique, c'est autant les serveurs, les connexions que tous les logiciels, pour quelque chose qui va me servir un mois par an. Et puis le reste de l'année, je sais pas, je le mets sous cloche, ça prend la poussière, etc. C'est compliqué, ça coûte très cher. Donc le cloud, je pense que c'est ça le meilleur exemple. C'est quelque chose qui vous permet très facilement, en tout cas facilement, de dire aujourd'hui j'ai 15 utilisateurs et demain j'en ai 50 000, ou enfin en tout cas j'ai une variation très importante. Donc c'est ça le premier avantage du cloud. Le deuxième, c'est, alors donc là ça se traduit concrètement en investissement, c'est-à-dire que je régule mon investissement, en tout cas sur la partie, mais également infrastructure, mais également logiciel, en fonction de mes besoins. J'en ai besoin, je m'en sers, je n'en ai pas besoin, je m'en sers pas, voilà. Ça aussi, bien sûr, donc tout un tas d'impacts derrière, parce que si vous avez sale machine dans votre arrière-cour, derrière, il faut de la place, des loyers, de l'assurance, de la sécurité, etc., etc. Et puis, un aspect dont on va peut-être parler, qui est aussi le côté cyber, qui est un aspect... indéconnectable, si je veux dire, de l'informatique. Mais pour moi, c'est regrettable, les aspects cyberattaques, mais c'est inhérent à toute activité humaine. Il y a toujours des petits malins qui cherchent à attaquer. Donc, comme on le disait ce matin, de la même manière qu'on met une porte blindée quand on met en place un entrepôt, quand on met en place un système informatique, il faut mettre des protections. Simplement, d'être dans le cloud va permettre de bénéficier d'un niveau de protection considérablement plus important, parce que là, effectivement, c'est délégué, entre guillemets, aux prestataires du cloud. Voilà. Donc, un grand nombre d'intérêts. Il y a quelques sujets après plus complexes sur lesquels on reviendra, dont notamment bien sûr de la souveraineté. Ça, c'est un point important, mais c'est bien, en tout cas pour cette raison, que le cloud, qui évidemment, je pourrais rajouter, permet d'avoir une diffusion mondiale très, très facilement, est un phénomène, j'allais dire inéluctable, c'est déjà en route, et c'est quelque chose qui est positif pour les entreprises, et c'est une opportunité pour accélérer son développement, ce nombre de clients, de connexions, etc. On le voit d'ailleurs au nombre de startups aujourd'hui. S'il n'y avait pas le cloud, ces startups, elles mettraient beaucoup plus de temps à démarrer. Enfin voilà, c'est tous les avantages. Oui, vous pouvez faire des bacs à sable très rapidement. Si on peut tester des solutions, les grandes entreprises testent des solutions en bac à sable sur le cloud, ce qui leur coûte
peu cher, alors que si elles devaient le tester, comme on dit, en premise, c'est-à-dire sur des matériels qui sont chez eux, sur lesquels ils devraient investir, ça coûterait beaucoup plus cher. Parlons d'OVH Cloud. Alors, justement, OVH est devenu OVH Cloud et ça a été une transformation. Alors, l'ADN de l'entreprise reste évidemment l'hébergement, le stockage. Ça, c'était ce que l'on connaissait. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin, hein, Michel. C'est ça, aujourd'hui, le cloud. Il ne faut pas juste le voir comme, et notamment OVH Cloud, il ne faut pas juste voir comme une entreprise qui héberge et stocke des données. Non, aujourd'hui, il y a toute cette couche logicielle et on y met son infrastructure informatique, on y fait tourner ses applications. Enfin, ça devient vraiment le cœur de l'entreprise et notamment, c'est ce que vous accueillez chez vous. Tout à fait. Alors, OVH Cloud, c'est une entreprise qui a été fondée par un entrepreneur, Octave Clabac, qui a une histoire personnelle tout à fait particulière, qui a un peu plus de 20 ans. Et aujourd'hui, même si on est encore perçu par beaucoup comme un hébergeur, 80% de notre chiffre d'affaires, c'est le cloud. Donc, ça veut dire qu'on est majoritairement. On est aussi perçu comme une société française. On est une société vraiment dans la culture, on est très fiers d'être européen, mais en même temps, on est uniquement 50%. Et on est aujourd'hui à l'export. On a des data centers partout sur 4 continents, 33 data centers. On possède notre réseau. On construit nos serveurs en France, à Croix, dans le Nord. Et notre positionnement, c'est d'être un fournisseur de cloud qui, je pense, répond à ce qui est les évolutions du cloud. Le multi-cloud, parce que les clients ne vont pas faire confiance à un seul, et je pense que tous les mécanismes de locking sont un danger pour les entreprises. Ce qu'on appelle l'hybride cloud, c'est un peu plus technique, entre le public cloud, le segment, mais aussi un cloud ouvert, réversible, transparent et de confiance. Parce que je pense que la confiance pour la migration vers le cloud sera un élément essentiel pour que les entreprises, mais aussi les citoyens, on l'a vu, aient confiance dans le cloud. Et donc on est, nous, très fiers d'être aujourd'hui un des champions européens. Dans ce domaine-là, on est dans le top 10 mondial, malheureusement le seul européen. On continue bien entendu à se développer. On a eu la chance de faire une IPO il y a exactement un mois et qui a plutôt été un succès, donc on est ravis. Oui, il faut le rappeler. Les derniers chiffres, c'était quoi? L'action était à plus 16%. Enfin voilà, ça montre la confiance du marché et puis ça montre qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont portés sur OVH Cloud. Aujourd'hui, je reviens juste sur un mot multi-cloud. C'est important aussi pour dire ceux qui sont un peu moins experts dans ce domaine. On n'est pas obligé de faire confiance à un seul fournisseur. On peut en avoir plusieurs. On peut essayer de changer. Bon, il y a cet aspect réversibilité dont on entend moins parler, mais il faut quand même tenir compte de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est important de dire. C'est-à-dire, le jour où on fait un choix d'un opérateur cloud, on peut, pour sa comptabilité, être chez l'un, pour des applications moins stratégiques, être chez l'autre. Enfin, ça, c'est un aspect important. Vous évoquiez les avantages du cloud. Un des avantages du cloud, c'est sa flexibilité. Et donc, il deviendrait aberrant que certaines entreprises créent des monopoles de fait pour pouvoir annihiler cette flexibilité. Donc cette notion de à la demande doit être impératif dans les solutions cloud. Autrement, on perd le sens du cloud. Parce que si vous êtes obligé de passer par un prestataire et que vous n'avez plus aucun choix, et aujourd'hui les analystes par exemple industrie, des gens comme Gartner, sont en train de dire que malheureusement, certains fournisseurs de cloud ne répondent pas à l'aspiration d'une ouverture et une réversibilité, et que donc un des arguments forts de la flexibilité du cloud est détruit à néant. Et donc il est très important, et nous c'est pour ça qu'on est vraiment positionné, on travaille beaucoup dans l'open source pour garantir cette réversibilité et cette transparence. Je prends juste une analogie avec les télécoms. Pourquoi ? Parce que qui accepterait aujourd'hui que la portabilité du numéro ne soit pas garantie ? Plus personne. Ça, c'est considéré quasiment comme un droit. Donc aujourd'hui, la réversibilité qui est au cœur de débat en ce moment de réglementation ou de certification, pour moi, doit être mise sur la table parce que c'est l'intérêt des utilisateurs. Les monopoles de fait ne sont jamais bons ni pour l'innovation ni pour les utilisateurs. Alors justement, ça donne le cœur de notre discussion aujourd'hui autour de la souveraineté. Alors, souveraineté numérique, souveraineté technologique peut-être davantage. Christian, comment on travaille sur ce sujet au sein du MEDEF ? Parce que évidemment, il faut faire avec tout. Il ne s'agit pas de faire protectionnisme, de dire on va choisir qu'un seul Français ou qu'un seul Européen. Il faut faire avec le marché tel qu'il est constitué aujourd'hui. Mais il y a vraiment des jalons à poser pour se dire attention, souveraineté technologique, ça veut dire quelque chose, y compris pour la compétitivité de son entreprise. Oui, bien sûr, le sujet que vient d'aborder Michel Paulin, c'est bien les data. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comprendre que le cloud, c'est juste, au lieu d'avoir un serveur sous ma table, il est quelque part. C'est dedans, c'est toutes mes data, tous mes applicatifs. Et on a de plus en plus d'applicatifs qui sont dédiés au cloud, qui sont digital natives, ce qu'on appelle le PaaS et le SaaS. Donc ça, c'est vraiment les assets extrêmement importantes de votre système d'information qui se retrouvent dans le cloud. Bon.
Et les data sont le cœur du sujet. Vous pouvez avoir la plus belle plateforme du monde, si dedans il n'y a pas de data, ça ne sert à rien. Bon. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs, on va dire, non européens, qui ont une position extrêmement forte sur le marché, et donc vos data, elles se retrouvent un peu partout dans le monde. Et là, on a deux sujets. Il y a un sujet régalien, puisque les États-Unis ont mis en place le Cloud Act qui permet de dire je peux rapatrier mes données, enfin, je peux faire rapatrier aux États-Unis toutes mes données, quel que soit le lieu de leur localisation. Mais bon. Et puis, il y a un sujet de concurrence économique, puisque ces grands acteurs qui offrent des solutions tout à fait intéressantes, mais peuvent se retrouver en même temps compétiteurs. C'est de la compétition. C'est-à-dire qu'ils sont en même temps vos partenaires, mais demain, en partie grâce aux données qu'ils peuvent collecter, ils peuvent éventuellement se retrouver comme votre concurrent. Donc on comprend le sujet des entreprises et de l'État de dire comment on gère ça. Alors, à partir de là, nous souhaiterions tous, évidemment, qu'il y ait 10 OVH Cloud et que OVH Cloud soit 10 fois plus gros. Bon, et ça sera le cas certainement demain, bien évidemment. Mais à l'instant T, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est un point du problème. Et l'autre point, c'est que les entreprises, grandes ou petites, elles doivent agir sur un terrain mondial. Leurs concurrents sont mondiaux. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé, donc ça doit faire un petit peu canard. Donc elles ont besoin d'utiliser les solutions les plus performantes, en tout cas les plus compétitives. Donc très souvent des solutions qui sont faites effectivement par les hyperscalers américains ou chinois. Donc il y a une solution qui a été mise en place, qui s'appelle le cloud de confiance, enfin une démarche qui a été mise en place par le gouvernement, qui a été supportée par l'écosystème français de manière assez large et également bien sûr par le BNF, qui revient à dire, et OVH Cloud est très présent, enfin Michel Pelot va certainement le compléter, sur ce sujet qui permet de trouver un compromis intéressant, c'est-à-dire que vous utilisez les licences des grandes solutions, notamment américaines, mais vous êtes dans un contexte européen avec une préservation et régalienne et sécurité de vos données. Voilà. Mais c'est vraiment un enjeu majeur. Après, on parlera certainement de la cyber aussi, mais cet enjeu cloud de confiance est fort. On parlera peut-être aussi de Gaia-X après, qui est la définition au niveau européen de critères d'interopérabilité et de portabilité. On va en parler vite, parce qu'il nous reste un peu moins de 5 minutes. Michel, oui, sur cette souveraineté, quelle est la réponse qu'apporte OVH Cloud? Effectivement, je pense que sur la notion de souveraineté, on est tout à fait d'accord. Il y a d'abord ce que moi j'appelle la souveraineté des données et ensuite la souveraineté technologique. Et on sépare les deux, même si bien entendu ils sont liés. Souveraineté des données, c'est quoi? C'est la liberté de choix de la protection des données, qu'elles soient individuelles ou des entreprises. C'est pas une question de nationalisme, de protectionnisme, de choses comme ça, pas du tout. En revanche, c'est la liberté de choix et de garantir les conditions de protection. Aujourd'hui, en Europe, nous avons la chance, et beaucoup de gens l'ont vu comme une contrainte, d'avoir la RGPD, qui est donc le mécanisme qui permet de protéger les données. Et je peux vous dire qu'à l'aune du numérique, quand on voit ce qui se passe sur la conception de la RGPD chinoise ou dans un autre pays, je peux vous dire qu'on est très heureux d'avoir la RGPD. Et donc je pense que l'Europe devrait se prévaloir d'essayer de dire qu'en Europe, la RGPD prévaut à tout. Or, malheureusement, et on tombe là sur la souveraineté des données, des acteurs, en particulier des acteurs américains ou chinois, ont des lois extraterritoriales qui sont au-dessus des lois nationales, au-dessus des lois européennes, et qui font que vous pouvez avoir la justice américaine qui va vous prendre vos données, les utiliser, et vous ne le saurez même pas. On ne parle même pas de NSA, de choses comme ça, je parle même de justice. Oui. Et donc nous, on pense qu'il est indispensable que tout ça ne soit pas une boîte noire, et que ce soit transparent. Et quand les gens décident de mettre leurs données quelque part, elles sachent dans quelles conditions juridiques sont leurs données. Pourquoi ? Parce que c'est leur actif. C'est leur actif. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'au même titre que l'énergie, au même titre que le domaine de l'écologie, les sujets de données sont des sujets qui sont des sujets de business, des sujets aujourd'hui de géopolitique et des sujets de éthique. Et donc, si nous n'avons pas une transparence totale sur les conditions dans lesquelles les données sont hébergées, dans les conditions où les données sont traitées, eh bien, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir une fausse souveraineté. Vous allez avoir quelques acteurs, qui soient des acteurs imposés par l'État, comme c'est en Chine, ou que ce soit des acteurs privés, qui vont dire « ma loi ». Et ça, c'est inacceptable dans le principe. Et c'est pour ça qu'il ne faut faire aucune compromission, quelle qu'elle soit, avec les souverainetés de données. Ensuite, il y a le deuxième sujet, qui est le sujet de la souveraineté technologique. Qu'est-ce que c'est ? C'est de faire en sorte que l'Europe puisse avoir suffisamment de technologie pour avoir la maîtrise de son destin. C'est totalement différent. Et on voit bien aujourd'hui que quand on n'a pas la maîtrise des chipsets, des usines s'arrêtent. On ne fait plus de voitures. Quand on n'a pas la maîtrise du cloud, eh bien, il faut comprendre qu'on ne maîtrisera plus nos données. Et donc, il ne faut pas non plus faire... Ça prendra du temps, parce que les investissements... Mais en revanche, il faut une détermination politique, une détermination, mais aussi des acteurs économiques, pour faire émerger ces choses-là. Et une solidarité collective. Pourquoi ? Parce que c'est le risque d'avoir à la merci, parce que le jour au lendemain, si quelqu'un décide de couper des licences
qui sont américaines ou qui soient chinoises, eh ben, toute l'économie s'arrête. Et on l'a vu parce que des usines s'arrêtent. Et donc, je pense qu'il est important on est à la veille des élections, que ces notions de souveraineté des données et de souveraineté technologique soient au cœur des débats. Parce que ça a aussi des impacts sur les citoyens et en plus sur l'économie. Et donc de regretter que parfois on dit de toute façon c'est fini, la guerre est terminée. Non. D'abord parce que 100% des joueurs, je le disais tout à l'heure, 100% des joueurs, ils ont tenté leur chance. Donc c'est pas des entrepreneurs que je vais dire aujourd'hui que c'est parce qu'ils sont soi-disant les plus gros qui gagnent toujours. Non. Aujourd'hui, il faut avoir une détermination forte pour défendre ces principes-là, qui sont les principes de business pour des entrepreneurs. Vous laissez la liberté de choix, qui sont aussi les emplois de demain. Le marché du cloud en Europe sera dans 5 ans plus gros que le marché des télécoms. Il y a 500 000 emplois qui sont en jeu. Où veut-on qu'ils soient ? Où veut-on que nos taxes soient ? Où veut-on que notre R&D soit ? Où veut-on que notre valeur ajoutée soit ? Eh bien, c'est ça qu'il faut déterminer. Ça prendra du temps. C'est compliqué. Mais certainement pas, la guerre n'est pas finie. Ça c'est le point, je pense, le plus important. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Oui. Eh bien, on arrive presque aux conclusions. Juste un mot. Justement, il y a une infrastructure européenne qui s'appelle Gaia-X. Enfin, un catalogue de services, une initiative, on va dire. On en est où aujourd'hui ? Parce que quand on l'entend... Alors ça vient de démarrer, Gaia-X a été lancé l'année dernière, le board a été constitué au mois de juin, au mois de novembre, etc. Il y a quand même eu des perturbations autres. Où j'en rejoins totalement Michel Paulin, c'est que c'est bien sûr un sujet complexe, d'où le MEDEF, on se bat aussi pour la mise en place de data hub européens, c'est-à-dire que les entreprises européennes arrivent à se mettre d'accord, non pas pour partager leurs données, parce qu'il y a toujours une compétition entre, je sais pas, les acteurs automobiles, français ou allemands, etc., mais arriver à faire du pooling de données pour construire des data hubs qui permettraient plus facilement de contrôler la souveraineté des données et le développement. Donc Gaia-X fait partie de cette logique-là. On est les premiers à essayer, et on est partie prenante. Hein, le BNF, je représente le BNF au sein de Gaia-X, on pousse autant qu'on peut, mais on n'est pas les seuls, bien évidemment. Il faut que ça aille encore plus vite, mais ça mettra du temps, mais ça va dans le bon sens. Donc le clan de confiance, Gaia-X, la prise de conscience de l'ensemble des acteurs, et je pense que c'est vraiment le cas, des acteurs politiques notamment, comme le disait Michel Paulin, on va dans le bon sens. C'est un sujet pour les dizaines d'années à venir, vous voyez ce que je veux dire. Donc surtout, ne nous disons pas, ça y est, c'est fini, on laisse tout tomber, et surtout que c'est pas important. Il faut avancer là-dessus. Je me permets juste de dire, parce qu'on est, nous, membres fondateurs de Gaia-X du côté français, on est au bord de Gaia-X. Gaia-X est vraiment, en ce moment, à la croisée des chemins. Les intentions sont extrêmement bonnes. Et donc, pourquoi ? Parce que justement, c'est la garantie d'un cloud ouvert, réversible et interopérable. Maintenant, on voit que tout le monde veut l'éliminer. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs, tous sont venus, au début, ils voulaient tous être contre Gaia-X, et d'un seul coup, on a eu 150 adhérents qui sont arrivés pour dire on veut être Gaia-X, et on est Gaia-X, et ils veulent le saborder. Il ne faut pas déserter Gaia-X maintenant. Les déserteurs, avant de mener le combat, ce n'est pas des bons déserteurs, ce n'est pas ce qui mène le bon. Donc il faut se battre aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ça réussira. On va être franc. Pourtant, je peux vous dire, nous, on est très moteurs. Mais c'est maintenant que ça se joue. Et c'est maintenant que les Européens doivent démontrer qu'ils soient capables d'être solidaires pour pouvoir proposer une alternative avec des certifications et une modélisation, ce qu'on appelle des case studies dans le vocable qu'on adore dire, ou les policy studies, qui permettent de montrer que oui, c'est faisable. Parce qu'on sait que c'est faisable. Et aujourd'hui, tous ceux qui abandonnent le combat à voir comment se fait, font le jeu de ceux qui aujourd'hui veulent s'aborder Gaia-X, comme d'autres veulent s'aborder le CSA, le DMA, tous ces choses-là qui sont aujourd'hui des parapluies pour garder les valeurs européennes. Messieurs, merci. On aurait pu parler de cyber, mais on en parlera. On a un atelier juste après. Et d'ailleurs, Christian, tu seras le bienvenu si tu veux nous rejoindre sur cet atelier. On peut remercier nos deux intervenants, Michel Paulin et Christian. Avant de passer à nos ateliers, on va passer à notre table ronde. On va parler de la vie éternelle.